Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, vous avez abordé le volet militaire que nous allons poursuivre avec vous, général Laforcade. En 2007, ici même, vous nous aviez parlé de l'opération que vous aviez dirigée, l'opération turquoise. Aujourd'hui, c'est plutôt du contexte dans lequel s'est déroulée sur le terrain celle-ci, plus les observations que vous avez recueillies, que vous allez évoquer au cours de ces 20 minutes. Merci, mon général. Donc, on a donné aujourd'hui la parole à des acteurs et des intervenants, des observateurs étrangers qui ne sont pas impliqués dans ce qu'on peut appeler souvent la polémique contre la France. Je serai donc le seul Français à parler aujourd'hui à ce colloque. En quelques minutes, je vais essayer de vous partager mon analyse du contexte géopolitique et international des événements dramatiques survenus en 1994 au Rwanda. Sans nous être concertés, elle rejoint souvent l'analyse des autres intervenants de la journée. Si je formule quelques critiques à l'égard de la stratégie du Front patriotique rwandais et de certains grands pays, tels que je l'ai constaté sur le terrain, je ne me laisserai pas enfermer dans les accusations de négationnisme initiées systématiquement par le régime de Kigali et relayées en France. Arrivé au Rwanda en juin 1994 comme commandant de l'opération turquoise, le génocide, je l'ai vu, j'ai constaté les effets dramatiques de cette tragédie sur le terrain et j'en ai témoigné. L'accusation de négationnisme inspirée de la dialectique marxiste a pour but de neutraliser toute recherche historique et de faire taire toutes les critiques. Une fausse vérité s'installe alors dans l'histoire. Et ça, ce n'est pas acceptable. J'ai déjà entendu le mot colloque négationniste. Je ne reviendrai pas sur le déroulement de l'opération turquoise que j'ai développé lors de mon intervention à l'occasion du colloque organisé dans cette enceinte en 1997. Je rappelle simplement que cette intervention française était placée sous mandat de l'ONU d'une durée limitée à 2 mois, et avait pour but de protéger les populations en toute impartialité. Bien que tardive, car l'essentiel des massacres avait eu lieu avant notre arrivée. Le bilan de cette opération a été à l'époque salué par l'ensemble de la communauté internationale et des médias. L'intervention de l'armée française a en effet permis de sauver plus d'une dizaine de milliers de vies, et de mettre fin au massacre en cours. Elle a permis d'assurer la sécurité pour déployer l'assistance humanitaire pour des millions de réfugiés. Et la force turquoise a participé avec ses moyens propres à cette action humanitaire. Mais le fait positif majeur de cette intervention, souvent oublié aujourd'hui, a été de maintenir dans le sud-ouest du Rwanda 4 millions de réfugiés qui fuyaient devant l'avance et les représailles du FPR. Leur exil forcé au Zaïre aurait provoqué un drame humanitaire sans précédent dans l'histoire. Si on en juge par ce qui s'est passé hors de la zone turquoise, dans la région du Nord Kivu, avec l'exode d'1 million de réfugiés. Rien que pour cela, la France devrait en être remerciée. Je rappelle qu'à l'époque, les analyses et les commentaires des médias français et étrangers étaient largement positifs. Or, 4 ans après, la France et l'armée française ont commencé à être l'objet de graves mises en cause, et les accusations d'implication dans le génocide s'amplifièrent au cours des années suivantes pour se finaliser le 5 août 2008 par un communiqué officiel du gouvernement rwandais accusant, je cite, les militaires français de l'opération turquoise d'avoir participé à l'exécution du génocide. Ce communiqué n'a jamais été dénoncé ou renié par les autorités. On peut s'interroger alors sur les raisons de ces accusations infondées et étonnamment tardives, ainsi que sur le discours officiel et médiatique qui s'est installé alors, affirmant que les Hutus avaient commis un génocide à l'encontre des Tutsis avec la complicité de la France et que c'était le FPR de Paul Kagame qui, venant à leur secours, avait seul mis fin au génocide. Voilà. À l'évidence,
Et cette affirmation est devenue une vérité historique installée actuellement dans l'esprit de beaucoup de gens. À l'évidence, l'analyse des événements auxquels j'ai participé montre que l'histoire est plus complexe et que de nombreux facteurs entrent en jeu dans la lecture des événements qui se sont déroulés dans la région des Grands Lacs à partir de 1990. Alors, quel était le contexte au moment de l'intervention française? Le Rwanda était un pays surpeuplé, 350 habitants au kilomètre carré, marqué par une énorme pression foncière liée à des superficies d'exploitation très réduites et à la difficulté à accéder pour tous à l'agriculture, principale ressource du pays. Avec la victoire prévisible du FPR se posait en outre un problème d'espace disponible pour accueillir plusieurs centaines de milliers de Tutsis de la diaspora réfugiés à l'étranger et qui prévoyaient de revenir naturellement au Rwanda. Si le Rwanda ne disposait pas de ressources minières sur son territoire, la région voisine du Kivu au Zaïre constituait la plus importante réserve de minerais rares de la planète, cassitérite, wolframite, cobalt, tantal, coltan, 80% des réserves mondiales. Minerais d'une importance stratégique considérable pour les grandes puissances, notamment pour les États-Unis et la Chine. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté en assumant mes responsabilités pendant l'opération turquoise? Au moment de l'intervention française, le FPR avait envahi plus de la moitié du pays, refoulant les populations vers le sud-ouest. Suite aux représailles de l'armée Tutsi sur les Hutus génocidaires, les zones conquises étaient vides de population. Les phares étaient en déroute car elles n'avaient plus de munitions. Je l'ai moi-même constaté, ce qui semble montrer que l'embargo sur les armes avait fonctionné. Pendant le déroulement de l'opération, je me suis interrogé sur la stratégie de Paul Kagame et sur l'attitude pour le moins ambiguë des grandes puissances. Le FPR était opposé à l'intervention française, pourtant sous mandat de l'ONU, avec un but humanitaire, et déclarait vouloir s'y opposer par la force. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, soutenus par le Canada, ont tout fait pour ne pas gêner, voire pour favoriser l'action offensive du FPR. Cette complaisance semblait remonter au début des années 90 avec la formation de Paul Kagame aux États-Unis et le soutien qui lui a ensuite été apporté. Au début du génocide, j'avais été choqué par le retrait incompréhensible de la majorité de la force de l'ONU, mise en place dans le cadre des accords d'Arusha, la MINUSMA, dont on a déjà cité le problème, le retrait de cette force laissant le champ libre aux milices qui massacraient et au FPR. Le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Boutros Ghali, a affirmé ensuite dans un document officiel, je le cite, « Les États-Unis, avec l'appui de la Grande-Bretagne, ont tout fait pour empêcher la mise en place au Rwanda d'une force des Nations Unies et ils y sont parvenus. » Je considère personnellement que la décision de retrait de la MINUSMA le 21 avril 1994 est criminelle. Et je pense que le Conseil de sécurité de l'époque et les grandes puissances devraient avoir à rendre des comptes sur cette décision. Je constate également que les États-Unis ont refusé longtemps de qualifier les massacres de génocide. Peut-être pour que l'ONU ne soit pas obligée d'intervenir. Si un génocide avait été officiellement déclaré plus tôt, il y aurait eu une intervention de l'ONU. Pour ce qui concerne la France, lorsqu'il a fallu acheminer la force turquoise en juillet 1994, les États-Unis ont refusé de nous fournir leurs avions gros porteurs, contrairement à ce qu'ils avaient toujours fait pour d'autres opérations. Et je me souviens de l'amiral Lansad, chef d'état-major à l'époque, ici présent, qui était un peu contrarié. Cependant, et pendant l'opération turquoise, j'ai constaté le rôle ambigu du général canadien Roméo Dallaire, commandant la MINUSMA, particulièrement complaisant à l'égard du FPR. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Bobo, parle même de connivence avec le FPR. Une réclamation officielle sur son comportement a été d'ailleurs adressée par la France à l'ONU, à l'époque. Au début du mois de juillet, alors que les phares étaient hors d'état de combattre, comme on l'a vu, et que le FPR avait gagné la guerre,
Paul Kagame a refusé d'arrêter sa progression, refoulant 1 million de personnes vers le Zaïre, malgré les appels pressants du représentant spécial de l'ONU, M. Khan, du département des opérations de maintien de la paix à New York, de toutes les organisations humanitaires. Je suis moi-même intervenu directement auprès de lui pour l'alerter sur les risques humanitaires importants de cet exode de réfugiés et l'urgence d'un cessez-le-feu pour stabiliser la situation. Il m'a opposé un refus sans appel. La poursuite de la progression du FPR a ainsi entraîné le drame de Goma, avec une centaine de milliers de morts, de nombreux camps de réfugiés au Zaïre et un repli du reliquat des phares au Kivu. Je le dis, tout ça aurait pu être évité. Je me suis à l'époque posé pas mal de questions. Pourquoi ce refus de Paul Kagame d'un geste humanitaire? Il avait gagné la guerre, de toute façon. Pourquoi le refoulement de tous ces réfugiés au Zaïre? S'agissait-il de faire de la place pour les Tutsis de la diaspora qui rentraient au pays? Paul Kagame voulait-il réduire la densité de la population pour avoir un Rwanda plus viable? Le refoulement au Kivu des restes des phares ne pouvait-il pas constituer ultérieurement le prétexte d'une menace pour intervenir au Kivu et le contrôler? De retour en France et dans les mois qui suivirent, j'ai été surpris par l'absence d'enquête de l'ONU sur l'attentat du 6 avril, l'avion n'est pas tombé, qui avait pourtant causé la mort de 2 présidents en exercice. Je constate en revanche qu'une enquête internationale a été diligentée à l'occasion de l'attentat sur le Premier ministre libanais, Hariri. J'ai tendance à penser que si les Hutus étaient à l'origine de l'attentat, avec la complicité de la France, comme certains l'ont dit, le gouvernement de Kigali aurait exigé une enquête internationale le confortant dans ses accusations, permettant de punir les responsables du déclenchement du génocide et renforçant ainsi sa légitimité. J'ai aussi remarqué que le tribunal pénal international pour le Rwanda, on en a parlé, qui avait reçu mandat de l'ONU de poursuivre tous les auteurs de massacres de cette période dramatique, a refusé d'instruire les exactions qui impliquaient le FPR et s'est cantonné à la poursuite judiciaire des seuls Hutus. Pourquoi cette impunité? Carla Del Ponte parle d'un problème politique. Puis, à partir de 1996, on a assisté au début de l'invasion du Zaïre, future République démocratique du Congo, par le Rwanda, invasion qui s'est poursuivie pendant des années avec son cortège de massacres, d'exactions, de viols, de recrutement d'enfants soldats, se traduisant par la mort de plus de 4 millions de personnes. Le professeur Hégin s'en a parlé. S'agissait-il de contrôler les ressources minières du Kivu? L'objectif était-il de tenter d'annexer cette région de la RDC pour donner plus d'espace au pays? Je note que de nombreux rapports de l'ONU ont mis en cause le Rwanda pour son action dans cette région. Rapport Gersony, Garreton, Mapim et le dernier de l'ONU en novembre 2012, mentionnant même un possible génocide, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ces rapports, tous ces rapports, n'ont fait l'objet d'aucune exploitation sérieuse, pour ne pas dire qu'ils ont été enterrés. Pourquoi cette impunité? Alors maintenant, quel a été le rôle des grandes puissances dans cette région, pendant la région des Grands Lacs, pendant toutes ces années? Il faut se placer dans, on l'a dit, ceux qui en ont parlé tout à l'heure, il faut se placer dans une perspective géostratégique de l'après-guerre froide, du début des années 90, marquée par la fin du statu quo en Afrique. Après la chute du mur de Berlin et l'élimination de la menace soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et dans une certaine mesure Israël tenaient à prendre pied en Afrique centrale. Ceci, naturellement, au détriment de la France, influente au Zaïre et au Rwanda, bien que ces pays ne fassent pas partie de son précaré historique. Il y avait plusieurs raisons pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie. La première pouvait être de contrôler la menace d'instabilité que constituait le Soudan au nord et d'appuyer la perspective d'une autonomie du Sud-Soudan. Il pouvait aussi s'agir de s'octroyer une part des immenses richesses du Congo, et principalement celle du Kivu, dont nous avons parlé,
ressource capitale pour le développement des nouvelles technologies, indispensables au spatial, à l'informatique, à la téléphonie, aux armements sophistiqués. L'avenir du complexe militaro-industriel états-unien dépendait en effet largement du contrôle des ressources stratégiques de la RDC. Une dernière raison, enfin, pouvait être de contrecarrer l'expansion de la présence économique de la Chine en Afrique, notamment dans un des secteurs, une des régions les plus riches en minerais rares. Alors, le Zaïre de Mobutu était inutilisable compte tenu de son état de déliquescence et de corruption, alors que l'Ouganda constitue un modèle de pays stabilisé et en plein développement économique. Le Rwanda voisin pouvait ainsi constituer pour les anglo-saxons l'objectif à contrôler pour qu'il serve de base arrière à la conquête des régions minières de l'Est du Congo. Cette stratégie, initiée dès 1990, permet de comprendre la stigmatisation de la politique de la France dans cette région, qui constituait un obstacle à la mise en place de Paul Kagame, soutenu par les grandes puissances anglo-saxonnes. Elle éclaire aussi l'absence de réaction coupable des mêmes grandes puissances pendant le génocide, ainsi que le retrait des forces de l'ONU qui laissaient le champ libre aux génocidaires pour massacrer, mais aussi au FPR pour prendre le pouvoir. Le choc médiatique et psychologique créé par les massacres et le génocide permettait en outre de passer sous silence toutes les exactions du FPR, de cautionner l'absence de poursuite au TPIR et de légitimer la prise de pouvoir de Paul Kagame. En conclusion, tout en réaffirmant la réalité du génocide, l'analyse que je viens de faire montre que nous sommes loin de la vérité simpliste installée par le régime de Kigali, qualifié de dictature par la sociologue Claudine Vidal, et permet de comprendre le réquisitoire dressé contre la France. Serge Dupuis, ici présent, dans un excellent article de la revue de la Fondation Jean Jaurès du mois de mars, l'explique très bien, et je le cite. L'image de lui-même que le FPR s'est appliqué à construire au fil des années, avec une constance et une efficacité remarquables, se nourrit de diabolisation et de manichéisme. Face aux organisateurs du génocide Tutsi, il ne saurait y avoir qu'un camp de victimes homogènes, immaculés, incontestés. Un camp comprenant les centaines de milliers de morts Tutsi, naturellement, mais également et surtout leurs défenseurs et champions, le FPR. C'est le fondement du pouvoir de celui-ci, le gage de sa permanence à la tête de l'État rwandais, en même temps que sa respectabilité internationale. C'est ainsi qu'il faut comprendre la stigmatisation collective dont est victime la communauté Hutu-Rwanda. C'est le sens qu'il faut donner à la diabolisation extrême que l'on fait peser sur la France. Fin de citation. Quant aux grandes puissances anglo-saxonnes, on peut dire qu'elles semblent avoir atteint leur objectif. Les exploitations de minerais se passent bien, là. Mais à quel prix? Alors, il ne s'agit pas de juger ou de se brouiller quand on agit dans les domaines géostratégiques et diplomatiques. Les États-Unis sont nos amis, il n'y a pas de problème. Chacun marque les points qu'il peut, et cela n'empêche pas les bonnes relations. Mais comme l'a dit le général de Gaulle, et j'en terminerai par là, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je vous remercie.